De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels et de gourdes. Santé, Paul. On est de retour donc pour parler cinéma. On revient sur Terre, mais après notre odyssée spatiale de Metroid Dread, on revient sur Terre, mais avec toujours le lien des héroïnes, puisqu'on reste cette fois-ci avec Mackenzie Davis et Anya Taylor-Joy, qui se donnent la réplique dans Last Night in Soho, le dernier long métrage d'Edgar Wright, un réalisateur qu'on adore par chez nous. Sans plus attendre, Benoît, je vais me tourner vers toi puisqu'on l'a vu ensemble, le film. Tout à fait. En bien belle compagnie, avec Paul, tout à fait. On était tous les trois. Du coup, tout simplement, de quoi ça parle, Last Night in Soho, Paul? Benoît. C'est Paul qui m'a troublé avec sa gourde. Oui, Last Night in Soho, ça parle de Héloïse, qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui réalise son rêve de rentrer dans une prestigieuse école de mode à Londres. Du coup, elle va quitter son petit village anglais pour rejoindre la capitale. Sauf que Héloïse va être un petit peu en décalage avec ce mode de vie entre soit la campagne et la ville, et surtout un peu avec son époque, parce que Héloïse est fan des années 60. Et en arrivant à Londres, du coup, elle va louer une chambre où, dès sa première nuit de sommeil, en fait, elle va se retrouver transportée dans les années 60, dans ce même quartier de Soho, où elle va partager la vie d'une autre jeune femme qui s'appelle Sandy, qui elle aussi a un rêve qui est de devenir chanteuse. Et du coup, elle va partager sa vie. Au début, ça va être magnifique. Et au fur et à mesure, ça va être beaucoup moins bien. Voilà. Donc voilà, c'est un fort bon résumé, ma foi. C'est le 7e film d'Edgar Wright après son documentaire sur les Spark Brothers sorti cet été. Ça revient à la fiction. Edgar Wright revient à la fiction 4 ans après Baby Driver. Donc cette fois, il est secondé au scénario par Krysty Wilson-Cairns. Et pour la première fois, il s'éloigne de l'humour un peu qui irriguait ses films précédents, pour s'aventurer dans le thriller horrifique plus premier degré en tout cas, tout en continuant d'explorer les thématiques qu'on lui connaît, à savoir Benoît. Les principales thématiques, celles qu'on retrouvait déjà beaucoup dans la trilogie Cornetto. Il y a la défiance envers une époque révolue, une époque passée, et aussi l'assimilation de l'individu dans un groupe. Donc ça, par exemple, dans Shaun of the Dead, ça pourrait être les zombies. Dans Hot Fuzz, c'était la communauté, la secte là, de ce petit village. Et dans voilà, exactement. Et dans le dernier pub, c'était la race alien. La grande intelligence. Tout à fait. Et donc pour le coup, on avait bien vu déjà sur Baby Driver que Edgar Wright avait fait un véritable level up en termes de mise en scène. En tout cas, il a sur quelque chose de beaucoup plus cadré, de beaucoup plus ciselé. Là, est-ce qu'on peut dire qu'il a franchi un nouveau cap en termes de réalisation? Oui, toujours. En fait, pour moi, il avait déjà un level up assez ouf. Bon, Shaun of the Dead, c'était un premier film qui était extrêmement maîtrisé, mais pour moi, depuis Hot Fuzz, il est parti dans les cieux et pour moi, il n'est jamais redescendu, clairement. Et là, vraiment, oui, il a une réalisation qui est magnifique et qui surtout, en fait, explose j'en parlais dans la première scène où Héloïse va voyager dans les années 60. Qui dure à peu près on va dire un quart d'heure, 20 minutes, et c'est une leçon de mise en scène et qui est vraiment magistrale et qui surtout est la scène peut-être la plus importante du film, même en matière de récit, parce que c'est celle qui, du coup, Héloïse, celle qui va faire pénétrer Héloïse dans ce monde, mais aussi nous en tant que spectateurs, c'est ce qui va nous faire croire en fait au surnaturel du film, du coup. Et il ne rate absolument pas cette scène, et du coup, c'était vraiment le plus important, la scène n'a pas raté. Et du coup, on a pas mal de narration purement par l'image, avec tout un jeu de miroir, de dualité aussi. Mais le film, malheureusement, en tout cas à ton avis, trouve malheureusement, passé cette première scène, quelques limites. Alors, de très très courtes limites. En fait, moi, là où j'ai été un petit peu déçu sur le film, c'est que du coup, pour Edgar Wright, c'est un mec qui réussissait tous les genres auxquels il abordait, dans lesquels il s'aventurait, merci. Et là, du coup, le film, on disait, part dans l'horreur. C'était du coup vraiment avec des vraies scènes horrifiques. Et pour le coup, je m'attendais quand même à avoir peur. Ce qui n'a pas été le cas, vraiment, dans le film.
Et quand il part dans l'horreur pure, même il s'aventure dans des petits jumpscares très classiques, vraiment qui sont assez vus et revus. Et même pour moi, le piège du jumpscare, c'est le jumpscare que tu vois arriver une demi-seconde avant. Et malheureusement, il tombe là-dedans et c'est ce qui m'a un petit peu déçu. Mais voilà, en dehors de ça, ça va. Ce qui est bien, c'est que plus tu donnes tes réserves, plus Paul fronce les sourcils. Donc là, je pense qu'on a franchi le seuil critique pour lui donner la parole. Mon body language est un livre ouvert, apparemment. Non, par rapport à ton truc des jumpscares, je trouve que ça... Enfin, comment dire, je comprends ton argument, mais en fait, je pense pas que ce soit l'enjeu du film. Je pense pas que ce soit un enjeu du genre du film, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un film d'horreur, c'est pas forcément un film qui fait peur. Tu vois, pour moi, faut pas définir un genre par rapport à l'effet qu'il suscite chez le spectateur. C'est plutôt par rapport à ce que ça montre. Et ce que ça montre, un film d'horreur, c'est montrer d'une certaine manière, montrer sous un autre jour ce qu'on croyait être normal. C'est la figure du monde renversé. Et pour le coup, Edgar Wright, il l'inscrit vraiment dans le cœur dramaturgique et mythologique du film, quoi. Donc, que ça fasse pas peur ou même que ce soit prévisible, pour moi, c'est pas l'enjeu, si tu veux. Enfin, structurellement, je trouve que le genre horrifique, il est maîtrisé, quoi. Voilà. Et du coup, Charlie, toi, de ton côté, juge de ligne, pour toi, maîtrisé, pas maîtrisé en termes de réalisation, est-ce qu'on est sur une leçon ou est-ce que Wright trouve ses limites? C'est une grande leçon de cinéma pour moi, ce film. Là où je suis d'accord avec Paul, en fait, c'est que, comment dire, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est qu'on n'est pas on n'est pas gratuitement dans le film d'horreur. Et c'est là où je rejoins Paul, c'est-à-dire, l'enjeu, c'est pas de faire peur. L'enjeu, c'est pourquoi est-ce qu'on est dans un film d'horreur? C'est parce que, en fait, ce genre-là fait écho à l'histoire qui veut être racontée et à ce que Edgar Wright veut en dire, en fait, avec ce personnage. C'est-à-dire le fait qu'elle voit des fantômes, au final, ça fait écho à ce personnage qui vit dans le passé, à un personnage qui est aussi solitaire, qui est renfermé, à un personnage qui est très nostalgique et qui a du mal à se projeter vers l'avant, un personnage qui a des traumas avec ce passé qui revient avec sa mère. Donc tout ça, en fait, explique cette espèce de prédisposition. Et après, au-delà de ça, je trouve que effectivement, toutes les séquences, en fait, sont maîtrisées en termes de réalisation. C'est-à-dire que à chaque scène, cinématographiquement, on me raconte quelque chose, en fait. Et ça, c'est assez fort. Et que ce soit le son, le travail sur le son, j'ai trouvé impressionnant sur ce film. C'est les atmosphères, il se joue énormément de choses à ce moment-là. Je crois que c'est Benoît qui en parlait, ou Paul, je sais plus, mais en off. Mais c'était le fait que dès le début, par exemple, il y a un truc d'étrangeté. Tout va bien et pourtant, on sent déjà que quelque chose ne va pas. Et ça fait écho un peu, en fait, à toute la condition mentale du personnage principal, mais effectivement le grand moment de cinéma pour moi, toute l'exposition, et ça c'est quelque chose vraiment qui détermine un bon cinéaste pour moi, c'est si tu réussis parfaitement tes expositions, c'est presque sûr que ton film est réussi derrière, et ça montre une maîtrise. Et là, la première scène de danse, la première scène quand elle arrive dans le saut des années 60, c'est fantastique parce qu'on ne sait pas. Au début, on est un peu, comment dire, moi par exemple, au départ, et je pense qu'il y a ce jeu-là, pour moi, elle est dans le fantasme. Et d'ailleurs, ça joue beaucoup en fait avec cette ambiguïté entre elle fantasme une vie où elle se projette dans un personnage qu'elle imagine, elle cauchemarde, elle voit ce qui s'est passé. On ne sait pas en fait. Est-ce que c'est des fantômes ou pas? Enfin voilà. Et du coup là, il y a par exemple avec tout le jeu de miroir, il y a un truc où elle devient spectatrice de son fantasme et puis elle reprend la main et alors à travers son fantasme, elle s'assume, elle change sa couleur de cheveux. Et ben il y a tout le long, ce personnage il évolue et ça me fait penser en fait à la critique du Grand Oculaire que Paul a écrit. Et effectivement, le fait qui est excellent. Tu m'y attendais pas. Non, mais c'est que les personnages, il évolue à chaque fois dans ses actions et dans la mise en scène aussi, qui accompagne ça. Et ça, c'est, enfin voilà, pour moi, c'est un grand moment de mise en scène. J'ai ma seule petite, comment dire, on va dire, j'ai une toute petite retenue à un moment. J'ai eu un peu peur. Que le film il parte vraiment dans un truc, la folie. Disons que la plongée dans la folie de ce personnage est un peu longue,
et on voit beaucoup de fantômes à un moment. Et là, je me suis un peu inquiété. Et finalement, voilà, le film retombe sur ses pattes. Et pour moi, c'est une grande réussite. J'ajoute un tout petit dernier truc par Avant rapport à de redonner l'esthétique. la parole à Benoît. Ouais, très vite fait, c'est que Edgar Wright fait un truc qu'on voit plus du tout dans le cinéma et notamment dans le cinéma populaire, c'est utiliser les couleurs en fait comme un signifiant. Par exemple, l'utilisation du rouge qui est associé au monde des fantasmes. Donc dès qu'elle est plongée dans le monde du fantasme et des rêves, donc on est dans un décorum rouge. Le personnage féminin sur lequel elle fantasme, elle a une robe rouge et finalement le rouge va se retourner, encore une fois la figure du monde retournée, pour devenir monstrueux et horrifique. Donc ça va être le rouge du sang, quoi. Et ça, on voit plus du tout ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment un film rare, vraiment Last Night in Soho. Un film rare, effectivement, qui est quand même porté, avant de revenir peut-être sur ce qu'on peut retenir thématiquement du film, qui a déjà été quand même bien abordé par Charlie, mais porté quand même par une certaine interprétation, Benoît, qui est quand même, voilà, c'est un film de duo, avec deux jeunes actrices qui ont clairement le vent en poupe, et puis des rôles secondaires qui sont quand même assez remarquables. On note Terence Stamp, Matt Smith, Diana Rigg, dont c'est le dernier rôle à l'écran. Voilà, est-ce que ce casting, justement, trouve un bon équilibre et fonctionne bien à l'écran ? Bah, le duo, oui, le duo, il est incroyable. Il porte clairement le film aussi sur ses épaules, clairement. Thomasine Davis, elle est géniale dans ce rôle, vraiment de la petite campagnarde qui découvre le monde. Elle a en plus un accent vraiment un peu forcé, mais qui passe très bien, qui joue très bien. Et Anya Taylor-Joy, elle est incroyable, vraiment. Enfin, c'est toujours elle s'est confirmée déjà depuis longtemps, mais elle a une présence de ouf. Et moi, elle a une scène que je trouve vraiment incroyable, qui est vraiment la scène où on peut voir son personnage basculer, où en fait, au fur et à mesure de rendez-vous avec des hommes, elle donne un nom différent, mais toujours tiré de son nom elle, en fait. Donc c'est un montage en jump cut, sans vraiment trop de coupures, et on la voit au fur et à mesure vraiment tomber dans la folie, enfin dans la dépression, en fait, où elle est enfermée dans cette vie, en essayant de donner d'autres noms, mais de son nom elle. Et je trouve vraiment, que ce soit dans l'écriture ou l'interprétation, cette scène, elle est incroyable. Après, il y a d'autres petits problèmes de casting, notamment celui qui joue le love interest de Héloïse. Ouais, j'ai trouvé excellent, moi, pourtant. Ah bon? Ah ouais? Pour ce qu'il a joué, en fait. C'est peut-être qu'il a joué. C'est peut-être moins un problème de casting qu'un problème d'écriture. C'est-à-dire que ce personnage-là, il n'est même pas, je trouve, sous-écrit, c'est qu'il n'est pas écrit, en fait. Il n'a pas de background, il est vraiment dans une fonctionnalité qui est, pour le coup, qui est pas irrémédiable, parce que le film est génial, voilà. Oui. Mais voilà. Non, mais tu vois, à contrario, le personnage de Matt Smith est pas beaucoup plus écrit finalement, mais je trouve que son interprétation, enfin le personnage de Jack, or certes, il a une forte présence au début parce qu'il est très important, mais Matt Smith, il incarne vraiment. Enfin, c'est vraiment un personnage qui existe et auquel on croit, quoi. Oui, mais parce qu'il fonctionne mieux dans la narration. Mais par exemple, là, tu parlais de Terence Stamp et Diana Rigg, donc qui sont vraiment deux grands acteurs du cinéma anglais des années 60, qui sont vraiment les principales références de Last Night in Soho. Tout le monde parle de giallo. Moi, je trouve pas que ce soit un giallo dans ce que ça raconte. Mais pareil, alors un tout petit reproche, mais l'arc narratif de Terence Stamp. Ouais, un petit peu artificiel, enfin disons que ça passe, mais tu sens que s'il l'avait retiré, le film aurait été allégé, quoi. Tu vois, et donc là, tu sens que il s'est fait plaisir parce que c'est une star des années 60 et que donc du coup il a voulu le mettre, il a voulu lui créer un rôle. Mais encore une fois, bon ça. La critique institutionnelle s'est attachée là-dessus. Vous l'aurez pas, c'est vraiment anecdotique à l'égard, par rapport au reste qui est vraiment phénoménal. Et je tiens à dire que moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, quoi. De loin, vraiment. Mais justement, bon, ton avis du coup, Paul, il est clairement mis sur la table. Là, je me retourne du coup vers vous plutôt, Benoît, Charlie. Qu'est-ce que vous retenez de ce film finalement, au regard de tout ce qu'on a pu se dire? Est-ce qu'on est sur un grand cru d'Edgar Wright? Est-ce qu'on est sur peut-être un film où on discerne, j'y reviens, puisque Benoît, tu l'as mentionné dans ta première prise de parole, on commence peut-être à discerner quelques limites ou quelques failles
dans son cinéma. Non, Toi, tu vas parler, c'est bon. C'est rien. Benoît. Non, après, mes réserves, elles sont vraiment minimes parce que j'ai dit, le film, il est quand même incroyablement bien réalisé et c'est un grand cru, mais comme tous les films d'Edgar Wright jusqu'à présent. Donc, j'ai pas de méfiance sur son projet. J'y serai day one, il n'y a pas de souci. C'est juste que vraiment, pour la première fois, que je vois un de ces films, tout ne s'imbriquait pas bien comme tous ces autres films, en fait. Il y a des moments où je me disais, ah tiens, c'est dommage. Mais c'est minime, vraiment. C'est un film qui propose du cinéma. Et cette année, c'est vrai, on n'en a pas forcément beaucoup vu. Et donc, ça fait du bien. Et toi, Charlie ? Pour moi, c'est son meilleur. C'est son meilleur parce que c'est celui où, où la mise en scène est, je pense, la plus maîtrisée dans les moments importants. Et où elle est surtout la plus impressionnante, quoi. Et je trouve en plus que c'est un très beau film pour ce qu'il raconte, pour ce rapport au passé, parce que on n'a pas beaucoup parlé finalement aussi du sujet central qui est en fait ce rapport au passé et en particulier au viol, à la culture patriarcale et tout ça. Mais voilà, comment est-ce que finalement tu passes à autre chose, tu te tournes vers l'avenir tout en allant puiser finalement dans ce qui te permet d'avancer, en allant puiser dans le passé pour avancer, et sans pour autant que ce soit un déni de réalité, quoi. C'est ça qui est important, parce que il peut y avoir de temps en temps ce problème du déni de réalité, notamment dans la nostalgie qu'on peut avoir sur les années 80 ou d'autres années qu'on met beaucoup en avant au cinéma dernièrement. Benoît ? Oui, et pour revenir du coup sur notre précédente critique, contrairement à The Last Duel, je trouve que c'est un film qui gagne à être revu, pour le coup, qui peut avoir plusieurs niveaux de lecture, et notamment par rapport à Héloïse, le personnage d'Héloïse, où une seconde vision du film, du coup je l'ai vu 2 fois, où on peut se demander quelle est la part vraiment de fantasme et de réalité dans ce qu'elle voit, notamment dans certains mouvements de caméra, justement de réalisation, qui sont très 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 ambigus, et notamment je pense particulièrement à la fin du film, qui peut donner vraiment une autre vision au film. Très bien, très bien. Effectivement, on va peut-être pas spoiler le dernier acte du film. Pour ma part, je vous rejoins sur toutes les qualités formelles du film. Je mets un petit peu mon petit grain de sable avant de conclure. Je suis quand même un petit peu réservé sur un élément. Alors c'est peut-être dû au fait que Edgar Wright n'a pas forcément cherché à faire du postmodernisme avec ce film, contrairement à sa trilogie du Cornetto, où du coup la mise en scène sert plus une histoire en tant que telle et plus tellement le propos qu'il portait dans ses films précédents. Mais moi, ce qui faisait ce qui rend le cinéma de Wright extrêmement vivant pour moi, c'est toujours ce dialogue entre ce qui est raconté et la mise en scène. C'est comment tu vas prendre des codes d'un genre ou d'une mise en scène avec les présupposés idéologiques qu'ils ont, eu égard à leur histoire dans le cinéma et aux époques dont ils sont issus, et comment ce qui est raconté t'invite à prendre du recul sur les présupposés idéologiques des codes cinématographiques qui sont convoqués. Et du coup, tu as un dialogue cyclique entre ce que la façon dont le passé conditionne notre fabrication du présent ou notre représentation de notre monde actuel, mais comment aussi, du coup, notre présent peut parfois prendre du recul sur le passé, quitte à le mettre en accusation de façon un peu trop unilatérale ou systématique. Et en l'occurrence, le film pointe du doigt un système qui est celui du patriarcat, et je trouve que sur la fin, à trop vouloir expliciter certaines choses autour d'un certain personnage dont je ne vais pas, je vais pas spoiler, on n'a pas spoilé jusqu'à maintenant, je trouve qu'il tombe, alors je crois que c'est pas voulu, mais il tombe du coup dans un écueil où au final, qui est-ce qu'on cherche vraiment à sauver, et de quel côté se trouve la rédemption. Et je crois pas que Wright ait eu envie de dire ça, mais si on comprend mal le film, j'ai très peur qu'il puisse être compris sous un angle assez misogyne, et je sais pas vraiment, je trouve qu'il y a un comment dire, c'est la première fois que je trouve que Wright bute sur un élément. Après c'est très personnel là-dessus, mais
Mais pour tout le reste, je trouve que le film est absolument remarquable et que l'interprétation est très bonne. Moi, j'ai pas été choqué spécialement par le personnage du love interest d'Héloïse. Mais voilà, c'est tout simplement grosse reco, même si je pense, voilà, je devrais sans doute le revoir pour m'affranchir un peu de mon horizon d'attente. Voilà, tout simplement. Je peux te répondre en un mot quand même sur cette fameuse fin, sans spoiler quoi que ce soit. C'est que le film est un film d'horreur, et qu'un film d'horreur, ça se définit aussi par le fait que ça se termine mal, de telle sorte à ce qu'on ne sorte jamais de l'horreur. Et donc l'enjeu de la rédemption, je pense pas que ce soit un sujet central, tu vois, même si le film se termine pas fondamentalement mal, mais c'est plutôt, comme tout film d'horreur, une espèce de mise en garde à l'égard de ce qui est en train d'arriver dans le présent, la nostalgie, etc., tout ce dont tu as parlé. Donc l'ambiguïté, pour moi, elle est justifiée par le genre que le film réinvestit. Voilà, je m'arrête là. Très bien, merci en tout cas. Moi, ça me semblait important, en tout cas, pour conclure, en tout cas me faire le porte-parole de ces réserves qui ont été exprimées par beaucoup de monde, en tout cas sur le film, et au moins qu'on ait quelque chose à répondre sur ce terrain. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Pour cet échange, ma foi, fort construit, fort pertinent sur Last Night in Soho, qu'on vous recommande, du coup, j'imagine. Voilà, il est encore en salle. C'est du cinéma. Il est encore en salle. Du vrai cinéma. En plus, il n'a pas une distribution extrêmement. Voilà, il a une distribution un peu chaotique, donc profitez-en vraiment tant que ça dure. Et donc, comme le veut l'adage, mon bon Karl, c'est la fin des choux. Et c'est la fin des choux et c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas évidemment à nous suivre sur Twitch, à nous suivre sur la chaîne Twitch de Hyperlink, à nous retrouver sur Twitter. Vous avez tous les liens en bas de l'écran. C'est magnifique. Vous avez également la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver les replays de nos précédentes critiques et de nos précédentes émissions. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous avez le lien. Si quelqu'un peut le copier-coller dans le chat pour que les gens n'aient qu'à cliquer dessus, ce serait encore mieux. Et également, voilà, on remercie Micro Stockholm qui héberge évidemment nos podcasts. Et n'hésitez pas à vous abonner au flux. Et également, enfin, remercier Tsugi Radio qui héberge nos directs. Le prochain direct en plateau, c'est une émission thématique qui sera consacrée à un réalisateur qu'on aime beaucoup et qui fait l'actualité un peu malgré lui, il faut le dire, en ce mois de novembre, puisqu'on va parler de Shinichiro Watanabe, dont on va faire un grand retour sur sa carrière, à commencer par Cowboy Bebop, dont la série live va sortir le 20 novembre prochain, sur Netflix. Et quant à l'émission, elle aura lieu le samedi 27 novembre. À très bientôt et on se donne rendez-vous sur Discord pour prolonger nos échanges. Si vous avez des anecdotes ou des remarques à nous partager, en tout cas, on sera ravis de vous répondre et d'échanger avec vous. Il ne reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à bientôt. Ciao. Merci tout le monde.